En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien député européen, les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer et ancien ministre de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, j'aimerais avoir votre analyse sur la situation, la crise politique que connaît la France depuis, crise institutionnelle que connaît la France depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec notamment cette motion de censure. On a parlé d'alliance contre nature entre le Rassemblement national, la France insoumise, et puis résultat, le gouvernement a tenu à peine 3 mois, le gouvernement de Michel Barnier qui a remis sa démission jeudi dernier. Quelle a été votre réaction, Brice Hortefeux, le jour du vote ? D'abord, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Oui. Il y a toujours une cause. La cause, c'est effectivement, vous venez de le dire, c'est cette dissolution qui devait être une clarification et qui en fait a abouti à une confusion. Donc l'effet exactement inverse de ce qui était prévu par Emmanuel Macron. Deuxième élément, il y a eu cette motion de censure qui était à la fois inutile, qui était inutile parce que quand il y a une motion de censure, il faudrait qu'il y ait une solution. On ne présentait pas de solution. Il n'y avait pas d'alternative qui était proposée. Et qui était ensuite incongru, parce que comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'était une alliance entre l'extrême gauche, la France insoumise, ce parti qui proposait aux législatives 245 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et plus d'impôts, plus de dépenses publiques, plus d'immigration, et soutenu par le Rassemblement national. Et puis, c'était nuisible, c'est une initiative nuisible parce que cela met en cause un certain nombre de mesures qui étaient engagées. Je ne vous en citerai pas 50, mais je vous en citerai que 2. Et il y avait 885 millions d'euros qui étaient prévus dans la loi de finances pour renforcer les moyens du ministère de l'Intérieur pour lutter notamment contre l'insécurité et l'immigration illégale. Et il y avait des mesures, 70 mesures qui étaient prévues aussi pour les agriculteurs qui sont donc aujourd'hui suspendus. Oui. Donc tout ceci est un bilan désastreux pour notre pays, au-delà des jeux, des intérêts, des arrière-pensées, certaines familles politiques. Alors vous l'avez dit, ce devait être une clarification, cette dissolution finalement, c'est une grande confusion. 2 questions sur cette grande période d'instabilité politique et institutionnelle quand même. Quel devrait être selon vous le rôle des oppositions aujourd'hui ? On l'a compris, ils ont semé en tout cas eux aussi d'une certaine manière, en tout cas alimenté cette confusion. Et comment aujourd'hui Emmanuel Macron, le président de la République, peut-il nommer un nouveau Premier ministre sans être censuré de nouveau ? Parce que à entendre toutes les oppositions, en tout cas toutes les parties de l'Assemblée nationale, personne ne sera jamais d'accord sur la nomination du futur nouveau Premier ministre. Bon, il n'y a pas de majorité aujourd'hui naturellement qui peut se dégager. Il peut y avoir des minorités plus ou moins importantes. Mais de majorité claire, il n'y en aura pas. Maintenant, tout le monde l'a compris. Alors que faut-il faire ? Bon, il faut que le président de la République nomme un Premier ministre, c'est de sa responsabilité.
d'un Premier ministre qui permette d'avoir la minorité, j'allais dire, la plus large possible, ce qui est évidemment un peu incongru sous la Ve République, puisque ça ne s'est jamais produit à ce niveau-là. Et deuxième initiative qui est absolument indispensable, c'est de faire voter une loi spéciale, la Constitution le permet, les articles sont connus et ainsi de suite, pour que l'on puisse adopter les mesures que je viens d'indiquer qui sont indispensables pour notre pays, parce que à la fois l'expérience qui est la mienne et à cette étape de ma vie publique, bien sûr qu'il y a, comme dans la vie de tous les jours, de tout un chacun, il y a des ambitions, il y a des chocs, mais ce qui compte, c'est quand par-dessus tout, c'est l'intérêt de notre pays. L'intérêt de notre pays n'est pas de donner ce spectacle aujourd'hui. Vous savez, beaucoup, ça sans doute, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais depuis la dissolution, par exemple, les investissements étrangers sont à l'arrêt sur notre pays. Ouais. Et donc cela va avoir naturellement des conséquences. Et je vous rappelle la dette de 3 230 milliards d'euros, je vous rappelle le déficit public qui est aujourd'hui sans doute dans le plus élevé du monde développé. Enfin bref, je pourrais hélas continuer la litanie. Donc il ne faut pas alourdir ce qui est déjà suffisamment pénible. Brice Hortefeux, ma question va peut-être vous paraître un peu triviale, mais combien de temps peut tenir un président de la République, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, dans de telles circonstances? C'est-à-dire que là, il va nommer un nouveau Premier ministre, peut-être que ce nouveau Premier ministre sera de nouveau censuré, et ainsi de suite. Là, c'est Édouard Philippe qui parle d'une crise de régime. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Hortefeux? Alors, si vous me posez la question, est-ce que le président de la République doit démissionner, je pense qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Et donc, c'est sa responsabilité ou sa lucidité ou son analyse. Mais cela s'est-il déjà produit dans l'histoire de nos républiques? Oui, cela s'est produit dans l'histoire de nos républiques. Je pense qu'il y a au moins 6 présidents de la République, 6, qui ont été amenés à démissionner. Et sur les 6 qui ont été amenés à démissionner, il y en a 4 pour lesquels il y avait une raison politique liée au Parlement. C'était sous la 4e République. Et vous avez eu le maréchal de Mac-Mahon, vous avez eu Casimir Perier, vous avez eu Jules Grévy, c'était dans le cadre d'une affaire de vente de Légion d'honneur par son genre, donc c'est un peu différent, mais enfin les 2 premiers c'était face au Parlement, et puis surtout vous avez eu Alexandre Millerand en 1924, au moment de la victoire du cartel des gauches, on s'est trouvé exactement dans la même situation, c'est-à-dire une assemblée qui lui était hostile. Alors eux, Millerand avait démissionné face à ce qu'on appelait la guerre des ministères, c'est-à-dire personne ne voulait aller au gouvernement. Je pense qu'on n'en est pas tout à fait là dans notre pays. Oui. Brice Hortefeux, une autre actualité a frappé la Syrie cette fois. Bachar el-Assad a obtenu l'asile à Moscou. Il a été chassé par des milices de rebelles. Est-ce qu'à l'instar d'un certain nombre de représentants politiques et de l'État français, Brice Hortefeux, vous vous félicitez de voir ces milices renverser le régime de Bachar el-Assad? À l'évidence, le régime de Bachar el-Assad était devenu un régime totalement sanguinaire, contrairement d'ailleurs aux espoirs qu'il avait fait naître quand il avait succédé à son père. Donc, dans notre monde, c'est naturellement une bonne nouvelle. Mais en même temps, simultanément, on ne peut qu'être inquiet, préoccupé et surtout devons être vigilants et attentifs au nouveau pouvoir qui est inspiré par des djihadistes. Et tous les islamistes ne sont pas des djihadistes, mais en revanche, tous les djihadistes sont des islamistes. Donc, on doit être particulièrement vigilant et attentif. C'est ce qu'a résumé d'ailleurs le président en fonction des États-Unis, le président Biden. Et moi, je n'ai pas de connaissances particulières sur la Syrie, mais j'ai trouvé que ce qu'il avait dit était à la fois juste. Mais au-delà, je rappelle aussi, parce que ça nous renvoie à notre propre situation, c'est que dans notre pays, nous ne mesurons
peut-être pas suffisamment la chance que nous avons de vivre dans un espace dans une communauté, dans une nation qui nous permet de jouir de liberté. Vous savez, il n'y a aujourd'hui que 20% de la population mondiale qui vit sous un régime de liberté semblable au nôtre. 20%, c'est-à-dire que 80% ne peuvent pas exercer la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'action. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion, cet événement, de rappeler que nous sommes, nous, Français, des privilégiés. La France, plusieurs pays ont décidé de suspendre les dossiers d'asile des Syriens suite à cet événement. En Syrie, la France étudie aussi cette possibilité de suspendre les dossiers d'asile provenant de Syrie. C'est une chose indispensable selon vous, Brice Hortefeux ? Oui, c'est une initiative là aussi qu'il était impératif d'engager. Cela concerne peu la France, mais plus par exemple l'Allemagne qui a été confrontée à un afflux de réfugiés très très important. Bon, d'abord, j'ai vu des mouvements de joie de la part de certains Syriens, notamment, je vous dirais, en Allemagne. Bon, j'imagine qu'ils vont avoir le souhait de repartir très rapidement dans leur pays. Ça serait en tout cas cohérent. En même temps, il faut suspendre un certain nombre d'examens. Pour la France, ça correspond sur les demandes d'asile aujourd'hui, il y en a à peu près 700 d'après les chiffres de l'OFPRA. Donc 700, il faut le suspendre. Mais en même temps, il faut, là aussi, c'est là la difficulté, il faut être attentif notamment ce qui va se produire pour nos amis et nos frères chrétiens d'Orient, pour lesquels on ne sait pas très exactement, malgré les paroles qui se veulent rassurantes, ce qui va se passer. L'exemple de ce qui s'est déroulé notamment en Afghanistan, on avait commencé par des paroles lénifiantes et puis à l'arrivée, les femmes ne peuvent pas parler à d'autres femmes dans la rue, montre qu'il faut être particulièrement prudent. Donc oui, il faut suspendre, mais il faut aussi sans doute se préparer à l'accueil de certaines minorités, et encore une fois, je pense à aux chrétiens d'Orient et aux chrétiens de Syrie qui étaient nombreux, qui sont moins aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin, préparés à être attentifs à leur destin. Une autre actualité, Brice Hortefeux, qui est tombée hier au sujet de Boualem Sansal, dont on n'avait plus de nouvelles. La première audience doit se tenir demain à Alger. Et l'on a appris que le visa de maître Françoise Imray, l'avocat de Boualem Sansal, avait été refusé par l'Algérie, ce qui ne lui permettra donc pas de le défendre en Algérie. Est-ce que vous avez le sentiment que la France n'en fait pas assez pour aider à la libération, en tout cas, de Boualem Sansal, Brice Hortefeux ? Bon, il y a quand même des initiatives importantes qui ont été initiées, notamment par l'académicien Ruffin, auxquels se sont associés 2 anciens chefs de l'État, dont Nicolas Sarkozy. Donc il y a une pression. Je ne sais pas si c'est exact, mais j'ai lu que Amnesty International avait mis 3 semaines pour considérer que Boualem Sansal était effectivement menacé. Ce qui, quand même, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est vérifié, mais si c'est le cas, là aussi est quand même préoccupant. Donc il faut une mobilisation parce que c'est un symbole. C'est le symbole d'un homme qui défend la liberté, qui était attaché à son pays d'origine, qui est attaché à son pays d'accueil, qui a les mots justes pour dénoncer ce qui doit l'être. Et la dérive que l'on constate est véritablement affligeante. Toute la classe politique n'est pas unanime, en tout cas, sur la condamnation de cette arrestation. On parle même de prise d'otage. Alors, il faut faire évidemment attention aux mots qu'on emploie, mais je ne sais pas ce que vous pensez d'ailleurs de ce terme-là. Brice Hortefeux, est-ce que vous trouvez ça normal que finalement la France ne s'accorde pas, en tout cas, quand je parle de la France, ce sont les responsables politiques, ça vaut ce que ça vaut, mais ne s'accorde pas sur justement cette priorité que devrait être la libération de Boualem Sansal ? Oui, je suis prudent parce que l'expérience m'a appris que parfois il y avait des discussions, des négociations diplomatiques qu'il ne fallait pas perturber par des mots trop durs, trop violents. Et donc à ce stade, j'observe qu'il y a une dérive de la politique algérienne qui se résume
en deux phrases, c'est-à-dire tout ce qui va bien, et il y a très peu de choses qui vont bien, c'est grâce au pouvoir en place. Tout ce qui va mal, et il y a énormément de choses qui vont mal, c'est du fait de la décolonisation, du fait de la colonisation. C'est sans doute un peu réducteur. Oui. Encore une autre actualité, cette fois c'était ce week-end, et c'est un peu plus léger comme actualité. C'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Brice Hortefeux. Je suppose que vous avez suivi la réouverture, cette cérémonie de réouverture avec ce parterre d'élus, de représentants d'États du monde entier. C'est d'assez belles images, alors malgré toutes les polémiques qu'on peut relever, ou qu'on peut relever certaines personnes. En tout cas, comment avez-vous vécu cette cérémonie, Brice Hortefeux ? Naturellement, un moment de joie, de fierté et d'espoir. De joie parce que comme chrétien et catholique, Notre-Dame était un symbole, mais fierté aussi, j'insiste pas sur le premier point tellement c'est évident, fierté aussi parce que cela montre que on est encore capable de grandes choses, mais avec néanmoins un petit codicile, c'est que si tout ceci a pu se faire, c'est grâce bien sûr au talent des hommes, c'est d'abord aux pompiers, comme ça ils ont été à juste titre applaudis, mais aux différents artisans, métiers d'art, mais ça s'est fait aussi parce qu'il a fallu, dans un certain nombre de cas, des dérogations. C'est-à-dire qu'il a fallu alléger les contraintes, les règles, les attendus administratifs, un certain nombre de choses. Il a fallu sortir de la règle commune. Et donc, ça rappelle que notre pays est un peu englué dans ça. Donc ça, c'est la fierté, naturellement, nationale. Et puis, il y a aussi de l'espoir, parce que ce qui est formidable, c'est le fait qu'il y ait eu 340 000 donateurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un élan considérable. On a toujours tendance à considérer que parfois dans notre pays, ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse collectivement, c'est les dates des vacances, le départ de l'âge à la retraite. Non, il y a aussi des causes dans lesquelles on se surpasse. Eh bien, le fait qu'il y ait eu autant de donateurs, c'est un élan qui, je pense, sincèrement très réconfortant. Oui. Brice Hortefeux, une dernière question. Cette réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris a donc permis au président de la République de recevoir un certain nombre de représentants du monde, notamment Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui se sont rencontrés à l'Élysée en marge de cette cérémonie, juste avant la réouverture de Notre-Dame. Et Donald Trump qui a, immédiatement après avoir quitté le parvis de Notre-Dame, quasiment appelé à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. On parlait à un moment donné d'un bon coup d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a réussi cette rencontre. En même temps, c'est peut-être plus important qu'un simple coup de com', en tout cas on espère. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le conflit, cette rencontre et cette demande de Donald Trump ? La rencontre, bien sûr, mais ce n'était pas la première, puisque le président Zelensky a été rencontré Donald Trump, qui n'était pas encore président, mais il avait été rencontré Donald Trump chez lui, aux États-Unis. Oui. Donc c'était une nouvelle rencontre. À l'évidence, ce conflit épuise toutes les parties, mais épuise d'abord l'Ukraine, et le président Trump a raison de vouloir aller à marche forcée vers une paix pour mettre fin à ces centaines de milliers de morts, à ces ponctions humaines, à ces enrôlements souvent de force, notamment en Russie, à ces appels à des combattants étrangers, bref, tout ce que l'on connaît. Donc, ça pourrait être le miracle de Notre-Dame. Eh bien, merci beaucoup, Brice Hortefeux, de nous avoir livré votre regard sur toutes ces actualités, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.